Alors là, on a la totalité de la récolte de l'an dernier. D'accord. Et on a 72 hectares. Ok. Et le merlot représentera à peu près 40% de l'assemblage final. Mais c'est déjà une première conservation de la qualité. Alors vous avez la particularité d'être doublement Grand Cru classé en rouge et en blanc, ce qui est quand même assez rare en France, non? On est 6. Alors là, à mon avis, on démarre l'une des plus compliquées visites de notre tour. Salut Benoît, ça va? Ça va très bien. Donc Merci on est de venir nous voir. ici, Château Malartic-la-Gravière. Tout à fait. Donc Bordeaux, Pessac-Léognan, Oui. Grave, Oui. Grand Cru classé, Oui. en blanc, en rouge. Oui. Voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. Tu vas pouvoir nous expliquer, je pense, des petits sujets sur les terroirs, comment ça se fonctionne, comment on transforme, comment on met en bouteille et puis comment on commercialise un petit peu. Tout à fait. Ouais. On va faire un peu le tour de notre production, du sol à la bouteille et je dirais au verre. On finira par un petit moment convivial autour d'une dégustation et on partagera un bon moment. Ok, bah on est parti. Alors Benoît, on arrive ici au niveau des chais, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous démontrez ou qu'est-ce que vous montrez avec ce panneau? Ça ressemble à une coupe de sol, non? C'est une Tout à fait. Ici, on a une représentation des différents types de sols de la propriété avec la naissance, je dirais, de la vigne sur le domaine de Malartic-la-Gravière. D'accord. Et Dis-moi un petit peu, donc ça c'est vraiment la coupe de sol qu'on a. Alors quand on dit la gravière, c'est parce que c'est du gravier quelque la part? gravière, tout simplement parce que c'est l'une des plus belles croupes de grave de la région. D'accord. Et c'est là qu'est né le vignoble de la propriété. D'accord. Alors tu nous disais un petit peu en off que quelque part, on mettait de la vigne, c'était pas forcément la production la plus en vogue à l'époque, mais du vin on en consommait beaucoup, pas forcément la même qualité ni le même degré d'alcool que maintenant, et on le mettait dans les sols pauvres parce que la vigne a la capacité, c'est une liane, c'est ça, qui a la capacité d'aller très profondément? Tout à fait. La vigne, c'est une liane qui a la capacité d'aller très très profond. Là, on a des croupes de grave qui font plus de 15 mètres de profondeur et la vigne va être capable d'aller traverser toute cette partie terroir pour aller se nourrir en eau dans les calcaires coquillés. Et pour cela, on n'utilise aucun herbicide. On va venir labourer en permanence la vigne pour qu'elle se retrouve ici et qu'il lui manque cet élément essentiel qui est l'eau. D'accord, donc on va éviter, c'est-à-dire qu'ici on le voit sur la coupe, tu travailles le sol à une certaine profondeur pour éviter que les racines viennent ici pomper la limite ce qui est facile, Tout à fait. mais plutôt pour aller chercher l'essence. C'est une question de goût, c'est pas une question de volume. Non, c'est une question de goût, c'est une question d'identité de terroir, c'est une question de minéralité, c'est une question à aller chercher toute cette densité que va pouvoir nous donner notre sol et notre sol de grave. Donc plutôt avoir moins, mais une meilleure qualité. Complètement. C'est les choix, j'allais dire, pour avoir un vin de qualité, quoi. Tout à fait. Et là, tu disais, au niveau des sols, donc plutôt Cabernet Sauvignon, qui est la base du vin, qui donne son corps, c'est ça? Tout à fait. On est sur un assemblage à peu près de 50% Cabernet Sauvignon. D'accord. Et 40% Merlot. D'accord, alors si on avance un petit peu, Oui. Le merlot, tu le places dans un sol qui sera un peu plus argileux, c'est ça? Un peu plus argileux et là on va aller chercher un petit peu là sur le sol de grave sèche on ira chercher la structure et sur le sol un peu plus argileux on ira chercher la souplesse des tanins et la rondeur des tanins que va nous apporter le merlot. Et le merlot représentera à peu près 40% de l'assemblage final. D'accord. Alors ensuite on arrive, il y a d'autres types de sols, ça reste toujours un petit peu la même structure avec au fond voilà, du calcaire coquillé, c'est ça, c'est du fond de mer à l'époque? Oui, c'est du fond de mer, autrefois les mers chaudes, on peut dire qu'il y avait un climat de l'île Maurice ici, il y a quelques 20 millions d'années. Et donc là par exemple Sauvignon blanc? Sauvignon blanc c'est un cépage blanc donc qui représente 80% de notre encépagement et là on va aller chercher la fraîcheur de l'argile qui sont les sols les plus bas de la propriété et c'est des sols qui vont amener toute la fraîcheur aromatique. Voilà, d'accord. Ça va amener du fruit.
Alors après la vigne, c'est ici que tout commence, une fois que ça a été récolté, c'est ça? Tout à fait, c'est au-dessus que tout commence. Au-dessus que tout commence. Voilà. Le raisin arrive en cagette de 10 kg. Un grand respect pour ce raisin. Alors tu disais, c'est pour éviter qu'il y ait une oxydation tout simplement du jus qui, s'il est écrasé parce qu'on en met en masse, tout à fait. Prenne un goût qui va peut-être pas être tout à fait adapté à ce que vous désirez comme qualité, quoi. Eh bien, c'est déjà une première conservation de la qualité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entassement du raisin, qu'il n'y ait pas de libération de jus, qu'il n'y ait pas d'oxydation au niveau du vignoble. C'est préserver cette intégrité du raisin. D'accord. Alors après, une fois qu'il est arrivé, vous le pressez, c'est ça? Alors pour le blanc, c'est un pressurage direct, ouais. C'est-à-dire sans éraflage. Oui. Donc c'est pressé directement dans ce pressoir horizontal qui se trouve au fond. Et pour les raisins rouges, c'est éraflé, c'est-à-dire on détache le raisin de la charpente de la grappe. De la rafle? Oui. Donc c'est-à-dire simplement ce qui tient... Tout à fait, la charpente. Comme on fait quand on prend un grain de raisin à la main, quoi. Complètement. C'est une machine qui va nous aider à faire ça. Et ensuite, ça va passer dans un tri optique qui va nous permettre d'enlever toutes les petites parties vertes qui seraient restées collées au raisin ou qui seraient restées sur le tapis. Qui donnerait un goût différent. Qui donnerait un goût herbacé, un goût un petit peu plus astringent et asséchant. D'accord. Ensuite, gravitairement, ça va tomber dans un cuvon que l'on peut voir au-dessus. Et à l'aide de ce cuvon, on va aller dans la cuve de notre choix sans jamais toucher la pompe. Et ça, c'est essentiel. Alors là, tu expliquais qu'au niveau des cuves, tu avais des cuves en bois, oui, mais aussi des cuves en inox. Tout à fait. L'objectif, c'est de dire au niveau parcellaire, vous pouvez diviser une parcelle déjà en fonction de son secteur, la mettre dans une cuve, mais aussi une partie de parcelle pour vraiment avoir la meilleure qualité et choisir à un moment donné le mélange que vous allez pouvoir faire entre les différents cépages et différentes parcelles. Tout à fait. Donc nous, à Bordeaux, et à Malartic-la-Gravière, on ne fait que des vins d'assemblage. Donc l'idée pendant cette phase d'encuvage et cette phase de vendange, c'est d'essayer d'aller extraire et de sélectionner 100% du potentiel qualitatif de chaque parcelle. Chaque parcelle, on doit en prendre le plus grand soin pour faciliter ce moment de l'assemblage. C'est-à-dire qu'au moment de l'assemblage, on va avoir 200 échantillons et on va devoir faire 2 vins. Un premier vin, le Château Malartic-la-Gravière, et un deuxième vin qui sera le Comte de Malartic. Et cette phase d'assemblage, ça va être essayer d'aller faire monter la quintessence du Malartic-la-Gravière. La quintessence, quel beau mot. Tout à fait. T'es plutôt rouge ou plutôt blanc? Plutôt rouge. Ah d'accord, ok. Justement, Benoît disait tout à l'heure que c'est plus les femmes maintenant qui achètent le vin et quelque part ça a changé le regard aussi et certainement la façon de travailler. Comme tu disais, on fait moins de gibier, on fait des plats peut-être un peu plus légers. Les gens veulent plus de légèreté que des choses lourdes et qui se conservent très longtemps aussi. On veut le boire assez rapidement, non? Il y a une évolution là-dedans. Alors, le boire assez rapidement, non. C'est qu'on veut le boire quand on veut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se dise tiens, il aurait été meilleur l'année dernière ou tiens, on aurait dû l'attendre un an de plus. C'est-à-dire que si 5 ans après que le Malartic soit sorti, on a envie d'ouvrir une bouteille, il faut qu'on puisse se faire plaisir. Et c'est le cas aujourd'hui. Et si on veut la boire dans 20 ans, il faut qu'on puisse se faire plaisir aussi. Donc en fait, c'est une adaptation. Ok. Alors, tu disais, utiliser du bois, ça peut être intéressant parce que c'est j'allais dire c'est un animal vivant. C'est presque un être vivant qui permet des micro-respirations et qui va apporter une meilleure qualité sur, j'allais dire, les parties les plus nobles que vous avez à traiter, quoi. Tout à fait. En fait, ce qu'on va rechercher dans les cuves bois, c'est la micro-oxygénation qu'il va y avoir pendant la phase d'élevage, puisque c'est l'oxygénation et c'est l'oxygène qui va venir fixer les tanins sur les vins. D'accord. Et le tanin, c'est la particularité du vin rouge qui apporte son Tout à fait, c'est la couleur, c'est la richesse. La richesse des tanins, je dirais, c'est ce qui va faire la complexité du vin.
Alors vous avez la particularité d'être doublement Grand Cru classé en rouge et en blanc, ce qui est quand même assez rare en France, non? On est 6. Vous êtes 6, ouais, d'accord. Et 6 dans la région de Pessac-Léognan. D'accord, donc avec, avec les surfaces qui sont en termes de quantité et de volume, en blanc et en rouge? Alors nous, sur Malartic-la-Gravière, c'est 6 hectares de blanc et 48 hectares de rouge. D'accord. Bon, eh ben, on peut peut-être avancer pour la suite. Allez. Alors ici, comment on appelle cette pièce-là? Ici, en fait, on est dans le chai à malo. Le chai, c'est la fermentation malolactique de nos vins rouges qui se fait en barrique. Et cette fermentation malolactique, ce n'est pas vraiment une fermentation, c'est une transformation d'acide malique en acide lactique. Bois et tonneau uniquement en neuf, c'est ça? Tout à fait. Parce que les autres, vous pouvez les utiliser 2 ans, 3 ans? Tout à fait. 2 vins et 3 vins. 2 vins pas et 3 2 ans et Pas 3 2 ans et 3 ans. Ok. Et donc ils vont rester ici combien de temps? Ici, le temps de la fermentation malolactique. D'accord. C'est-à-dire que ça peut se passer rapidement et sur des lots, ça peut traîner un petit peu. Ok. Ah oui, alors là, ici, la température est un peu plus fraîche, quoi. Tout à fait. Ici, la température est plus fraîche. On est sur les vins de 2021 en cours d'élevage et on est sur les premiers 2022 qui sont remontés dans le chai d'élevage. D'accord. L'atmosphère est un peu plus soft. Tout à fait. Faut pas trop de lumière. Non, faut que ce soit lounge. Voilà, il faut chuchoter. Faut chuchoter. Faut chuchoter, monsieur il a dit. Voilà. C'est, je dirais, la cathédrale de la propriété, puisque ces vins-là sont en cours d'élevage et vont être mis en bouteille au printemps prochain. D'accord. Là, on a quelle quantité, combien d'hectares on peut estimer ici? Alors là, on a la totalité de la récolte l'an dernier. D'accord. Et on a 72 hectares. Ok. Ah, ça paraît pas si non, si c'est bien rangé. C'est bien rangé. Mieux que mon bureau. Et au niveau commercialisation, alors tu disais que tout était vendu en primeur? Tout à fait. Ça veut dire quoi, primeur? Alors, primeur, en fait, sur Bordeaux, on a une grosse force qui est la place de Bordeaux. Et la totalité de nos vins sont vendus par le négoce bordelais. Et donc, on vend nos vins. Les 2021 que vous voyez ici ont été vendus au printemps dernier, en avril dernier. C'est-à-dire qu'au mois de mars-avril, on présente nos vins à la presse internationale, on présente nos vins aux négociants et aux différents acheteurs des différents marchés. Et ensuite, on va mettre nos vins en marché fin avril ou courant mai. Et on va vendre la récolte, par contre, qui n'est pas encore en bouteille. Qui n'est pas encore en bouteille. Donc on leur a fait déguster un échantillon de ce qu'est la récolte à venir. On achète sur gage, celui qui va acheter un vin en primeur, ça veut dire qu'il va l'acheter sur ce qui a été dit sur lui, ou alors ce qu'il a goûté éventuellement, parce que c'est un négociant. Et lui, il va le revendre sur ses... Tout à fait, tout à fait. Alors lui, il ne va pas forcément le revendre sur le moment, mais il sait qu'il a des marchés potentiels à travers le monde. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas conserver 40 années ici en stock, sauf ce qu'on a vu tout à l'heure à la cave, quelques bouteilles. On toujours un petit peu, faut qu'il y ait des moments de joie. D'accord. Bon, quand on parle de moments de joie, on peut aller en faire un, nous? Tout à fait, avec plaisir. Un moment de vérité. Bon, on arrive au meilleur moment, j'allais dire, de la visite. Oui, le partage. Le partage, voilà. Tu disais, toi, au niveau de ton parcours, tu as démarré ici, j'allais dire, aller en bas de l'échelle, quoi. Oui, complètement. Moi, je suis arrivé il y a quasiment 23 ans comme ouvrier viticole. Et j'ai eu la chance de tomber sur un homme qui s'appelait Jean Pelatan, qui était chef de culture à l'époque et qui m'a fait confiance.
et qui a proposé cette confiance à mon patron, M. Bonny. Et les deux hommes m'ont fait confiance pour arriver aujourd'hui au poste de directeur technique après 23 ans de collaboration. Et je dis à mon patron des fois, si je ne fais plus de vin avec toi, je ne ferai plus de vin nulle part, parce que un terroir comme ça, c'est une attache, c'est une relation, c'est un membre de la famille. Et plus que ça, on entraîne sa famille également, on entraîne ses enfants, son épouse, dans sa passion et dans ses saisons, et dans sa passion du vin et dans son partage, bien entendu. C'est quand on le finit aussi. Ok. Alors, vous avez aussi une activité en dehors de la France. Vous avez des vignes donc en Amérique du Sud, c'est ça? Tout à fait. On a une propriété en Amérique du Sud, dans le Clos de los Siete, qui s'appelle Diamandes, qui compte 130 hectares de vignes, et au pied de la Cordillère des Andes, un endroit qui est tout simplement incroyable, de par sa beauté, de par sa localisation, et qui était destiné à accueillir de la vigne, parce que c'est tellement beau que c'est impossible de ne pas faire du vin sur un terroir pareil. Et les vins aujourd'hui sont sublimes. Et le plaisir à travailler sur ces terres et à partager sa passion de l'agriculture avec les Argentins est toujours un moment d'exception, un moment c'est difficile à exprimer. C'est à chaque fois quelque chose d'assez intense, et ces voyages sont un grand moment d'initiation, parce qu'on amène son savoir, mais on en apprend toujours autant. On en reçoit autant qu'on en donne. Et faire 2 vendanges par an, c'est sympa? C'est très sympa. C'est très sympa, ça multiplie les coups d'adrénaline, et c'est sympa parce que les problématiques sont à la fois les mêmes et sont à la fois différentes. Mais c'est riche parce que, comme je disais tout à l'heure, quel plaisir de vendanger, quoi. Bon, alors après toute cette poésie, dis-moi, on était passé ici à côté du bateau. Explique-moi pourquoi il y a un bateau qui est présenté là. Tout simplement, c'est la Minerve, c'est le bateau qui avait appartenu au comte Hippolyte Maurès de Malartic, qui était un amiral du roi de France et qui était propriétaire du domaine de la Gravière. D'où le nom. Voilà, ça ne s'appelait pas Château Malartic-la-Gravière, ça s'appelait le domaine de la Gravière. Et c'est les propriétaires qui ont succédé au comte Hippolyte Maurès de Malartic qui ont juxtaposé Malartic à la Gravière, et ça a donné naissance au Château Malartic-la-Gravière. Alors, vous avez exporté à l'extérieur, mais maintenant vous ramenez du vin, on l'a vu tout à l'heure, tout simplement d'Amérique du Sud, et vous avez travaillé en parallèle avec ITK. D'ailleurs, c'est un de nos partenaires du Tour avec qui on travaille. Donc on a Loïc qui va venir nous rejoindre pour expliquer un peu ça. Comment vous avez eu l'occasion de travailler donc avec une entreprise qui vous aide avec des technologies aussi, quoi? Eh bien, en fait, on avait fait la connaissance de l'entreprise ITK en 2003. Après la canicule de 2003, on avait fait des essais du logiciel pour explorer un petit peu le stress hydrique d'une parcelle de Malartic-la-Gravière. Et ensuite, en revenant quelques années plus tard, puisque sur le vignoble d'Argentine, où on irrigue, on a eu besoin d'un accompagnement de notre système d'irrigation avec un logiciel, et ITK était l'entreprise qui répondait à vos attentes, quoi. Tout à fait. Ok. Alors qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là pour accompagner des entreprises qui ont besoin de conseils de ce type-là? Eh bien, puisqu'on est dans le bateau, l'histoire a commencé en France et puis elle s'est terminée, ou en tout cas elle continue en Argentine. Argentine Du Sud. ITK accompagne tous ses utilisateurs, et Benoît est un des plus anciens utilisateurs de notre système. Donc on le suit régulièrement, on lui donne des conseils quand il en a besoin pour calibrer, ajuster au mieux l'outil qu'il utilise en Argentine. D'accord, donc quelque part c'est beaucoup d'histoire, on l'a vu, beaucoup de poésie, mais aussi de la technologie pour vous aider à voir l'évolution du temps, enfin de pallier, j'allais dire, au dérèglement climatique, au changement, mais aussi vous accompagner dans vos activités classiques, quoi, j'allais dire.
Tout à fait. Surtout beaucoup de techniques pour évoluer dans le sens de cette évolution climatique et surtout de réduire son impact, puisqu'ITK nous a permis, en l'espace de 3 ans, de réduire notre consommation en eau sur le vignoble d'Argentine, de diviser cette consommation par 3. Et ça, c'est vraiment essentiel et ça va dans la démarche future. Et je dirais qu'on est en train de pousser un petit peu l'outil au maximum et je pense qu'on va réussir à diminuer encore plus. D'accord. Et à l'affiner. Tout ça aussi par rapport, j'allais dire, à l'environnement, mais aussi le regard, j'allais dire, de vos consommateurs, des utilisateurs, des Français, voire du monde entier, vis-à-vis de l'agriculture, parce que vous faites aussi partie du monde agricole en tant que tel, et quelque part, l'image est importante, encore plus quand on vend, parfois plus ou moins indirectement à des clients avec une marque, quoi. Tout à fait. Il y a cette image par rapport au consommateur qui est très, très, très importante aujourd'hui. Mais il y a surtout également l'homme, et l'homme qui travaille derrière ces belles propriétés, qui a besoin de se regarder aussi tous les matins, et qui a besoin de se dire, et qui a besoin de communiquer à ses enfants, à sa propre famille, qu'on fait un travail d'avenir et qu'on fait un travail durable. Et c'est surtout ça, je dirais, qui est l'essentiel, et qui permet d'avoir le bon discours après par rapport à nos consommateurs. C'est d'abord d'y croire à la vérité de son travail, quoi. Ok, le faire aussi pour soi, avec conscience, et puis progresser avec les technologies de maintenant. Complètement. Ok, bah écoute, merci beaucoup Benoît pour cette présentation, merci beaucoup Loïc aussi. Et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos, tout aussi sympathiques, peut-être dans d'autres milieux, dans d'autres domaines. Voilà, suivez et continuez à suivre le Co-Farming Tour. Allez, ciao!